Top 1. La cloche nazie. En 1944, au plus profond des collines boisées de Basse-Silésie, une installation nazie top secrète nommée Der Riese sombra dans le silence. Quelques semaines auparavant, d'étranges secousses avaient parcouru la région, et les habitants rapportaient des éclairs de lumière violette déchirant le ciel nocturne. À l'intérieur du complexe, un appareil en forme de cloche, suspendu à des chaînes massives, avait été activé pour la dernière fois. Son nom, murmuré uniquement par les officiers SS de haut rang, était Die Glock, et sa fonction demeure l'un des mystères les plus persistants de la Seconde Guerre mondiale. L'appareil mesurait environ 9 pieds de haut pour 5 pieds de large et se composait d'un alliage métallique inconnu de la métallurgie moderne. À l'intérieur, 2 tambours contrarotatifs faisaient tourner une substance dense, semblable à du mercure, désignée uniquement sous le nom de Xerum 525. Lorsque ce mélange était mis sous tension, il générait de puissants champs électromagnétiques provoquant des effets étranges. Panne de courant, mutation biologique de la flore et de la faune environnante et anomalies gravitationnelles courbant la lumière ambiante. Des rapports indiquent que des ouvriers moururent à la suite de l'exposition, leur corps se pétrifiant ou se liquéfiant sans explication. Selon les protocoles d'interrogatoire de l'officier SS Jakob Sporenberg, la cloche faisait partie d'un projet visant à maîtriser l'antigravité et même à manipuler le temps. Ces affirmations, autrefois balayées comme de la fantaisie, prirent de l'importance des décennies plus tard, lorsque le chercheur polonais Igor Witkowski découvrit des documents de guerre secrets mentionnant des expériences de distorsion chronologique et un déplacement de champ. Certains de ces papiers contenaient des diagrammes de la cloche, montés au-dessus de plateformes en pierre gravées de runes, suggérant une fusion entre science et philosophie occulte. Lorsque les forces alliées atteignirent le site en 1945, elles trouvèrent la chambre vidée. La machinerie avait disparu. Les scientifiques affectés au projet s'étaient volatilisés. La chambre en béton présentait encore des résidus de radiation et des traces de brûlure, mais aucune trace de la cloche. Les troupes soviétiques ratissèrent également la zone, et il est largement admis que tout ce qui fut récupéré fut discrètement intégré à la recherche sur l'armement de la guerre froide, des deux côtés du rideau de fer. Au cours des décennies suivantes, la légende de Die Glock refusa de mourir. Journalistes, chercheurs et lanceurs d'alerte tentèrent d'en reconstituer les origines. Certains affirmèrent qu'il s'agissait d'une expérience précoce sur l'énergie du point zéro. D'autres crurent à une tentative nazie de construire une machine à remonter le temps. Des images satellites des années 1990 révélèrent une structure massive en béton nommée The Henge dans la région, un anneau de colonnes censé avoir soutenu la cloche pendant les tests. Aucune autorité officielle n'a confirmé la fonction du site. Si la cloche fonctionnait réellement, alors le Troisième Reich était peut-être plus proche qu'aucun autre gouvernement du décryptage de technologies de propulsion encore considérées comme impossibles aujourd'hui. Sa disparition alimente, plus encore que son existence, le soupçon persistant que la cloche n'a pas été détruite, mais cachée. Qu'elle soit enterrée sous des secrets officiels ou transportée dans une autre partie du monde, la cloche reste le symbole d'un futur que l'on a manipulé puis dissimulé. Top 2. L'appareil de vision magnétique. Durant les derniers mois de l'année 1943, un groupe d'ingénieurs SS dévoila un prototype sans pareil dans un laboratoire lourdement gardé près de Nordhausen. Ce n'était ni une arme, ni un appareil de communication, mais quelque chose de bien plus troublant. L'objet ressemblait à un télescope, si ce n'est que ses lentilles étaient faites d'un matériau cristallin noir et que son cadre était entouré d'anneaux magnétiques rotatifs. Le projet portait un nom qui n'apparut qu'une seule fois dans les archives allemandes. Projet CR. Selon un rapport de terrain soviétique fragmentaire découvert dans les années 1970,
l'appareil fut découvert par les troupes de l'Armée rouge lors de la capture d'un convoi ferroviaire secret. Il était stocké dans une caisse doublée de plomb, ne portant que l'aigle nazi et un numéro de série crypté. Testé dans des conditions contrôlées, l'appareil n'émettait aucune lumière et ne produisait aucune image. Pourtant, lorsqu'il était approché de conteneurs métalliques scellés, il en révélait les structures internes, engrenages, fils, et même des inscriptions sur des surfaces cachées. Il pouvait voir à travers l'acier. Des recherches ultérieures menées par des scientifiques soviétiques dans une installation secrète près de la Loubianka suggérèrent que l'appareil fonctionnait selon un principe inconnu de l'optique moderne. Au lieu de s'appuyer sur la réfraction de la lumière, il utilisait des champs magnétiques modulés de façon rigoureuse, interagissant avec les matériaux au niveau moléculaire, permettant à l'observateur de voir à travers des objets denses comme s'ils étaient transparents. Certains spéculèrent qu'il fonctionnait en détectant les décalages de résistance électromagnétique et en les traduisant en retours visuels via le noyau cristallin. La technologie ne ressemblait à rien d'existant. Lors de son démontage, le système de lentilles internes tomba en poussière au contact de l'air. Seul un anneau magnétique survécut, mais la composition de son alliage ne put être reproduite. Les ingénieurs soviétiques tentèrent pendant près d'une décennie de rétroconcevoir l'appareil avant d'abandonner totalement le projet. Aucun rapport public sur le projet CR ne fut jamais publié. Aucun brevet n'existe. Les scientifiques allemands originaux impliqués ont soit disparu, soit été intégrés dans les programmes alliés d'après-guerre. En 1984, un ancien physicien d'Allemagne de l'Est donna une interview radiophonique décrivant un périscope nazi capable de pénétrer les blindages sans radiation. L'enregistrement fut retiré des ondes en moins de 24 heures et le physicien ne donna plus jamais de nouvelles. Ce qui reste est une question lancinante. Comment un régime en décomposition, encerclé de toutes parts, a-t-il pu fabriquer un appareil qu'aucune nation moderne n'a reproduit? Un tel outil ne pourrait-il pas, entre de mauvaises mains, être utilisé non pour la découverte, mais pour la surveillance, le contrôle ou l'élimination ciblée? Si le projet CR était réel, cela signifie que les limites de la perception humaine ont été franchies il y a bien longtemps. Et quelqu'un a veillé à ce que cette vision nous soit retirée. Top 3. Le générateur de froid. En février 1945, alors que les troupes alliées approchaient, des ingénieurs SS se préparèrent à évacuer une installation enneigée en périphérie de Prague. Parmi les objets dont le transport était prioritaire ne figurait ni armes ni système de communication, mais un appareil cylindrique scellé, conservé dans un coffre-fort réfrigéré. Son nom n'était marqué qu'en lettres rouges au pochoir. Kälteanlage 27, le générateur de froid. Selon des fragments de dossiers de la résistance tchèque, il constituait le cœur d'un programme expérimental visant à générer une énergie propre et continue, sans combustible ni chaleur. Contrairement aux moteurs conventionnels de l'époque, le générateur de froid fonctionnait dans un silence absolu. Son noyau abritait un fluide magnétique, dans une chambre pressurisée, entouré d'anneaux rotatifs qui induisaient un courant électrique par des champs électromagnétiques alternatifs. Selon les rapports, la machine ne rejetait aucun gaz d'échappement, ne nécessitait aucune combustion et restait glaciale même à pleine puissance. Un ingénieur tchèque qui fit défection après la guerre décrivit la sensation de se tenir à proximité, comme si l'on passait devant un glacier dans l'obscurité totale, là où l'air lui-même semble se contracter. Des résistants qui pénétrèrent sur le site juste avant son abandon signalèrent des chutes de température massives, les murs se couvrant de givre malgré les systèmes de chauffage actifs. Les instruments à proximité tombaient en panne. Les batteries se vidaient instantanément. Lorsqu'ils tentèrent de démonter l'unité, l'effet de refroidissement s'intensifia, les forçant à fuir. En quelques jours, l'installation fut vidée et détruite par les troupes allemandes en retraite.
aucun équipement ne fut récupéré. En 2003, un paquet scellé de notes techniques de la période de guerre allemande apparut lors d'une enchère à Zurich. Il contenait un schéma intitulé « Chambre d'inversion magnétique » qui correspondait aux descriptions de l'enveloppe interne du générateur de froid. Il incluait des détails sur une chambre d'oscillation pour manipuler l'entropie magnétique, une idée qui ne fut formellement introduite dans la science occidentale que des décennies plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques soutiennent qu'une machine extrayant de l'énergie sans produire de chaleur violerait les lois connues de la thermodynamique. Pourtant, des références isolées à des technologies similaires apparaissent dans les budgets de projets secrets d'après-guerre, notamment dans les laboratoires de terrain soviétiques et américains explorant l'énergie du point zéro. Le générateur de froid n'est jamais nommé explicitement, mais les diagrammes semblent presque identiques sur le principe. Aucune institution établie n'en reconnaît l'existence. Aucun musée ne possède ces pièces. Le nom lui-même ne figure dans aucune archive officielle nazie ou alliée. Néanmoins, il reste suffisamment de fragments pour suggérer qu'un tel appareil a pu fonctionner, ou du moins s'en est approché de façon terrifiante. S'il fonctionnait, les implications seraient époustouflantes. Une source d'énergie, ne nécessitant aucun carburant, ne produisant aucun déchet et fonctionnant silencieusement, aurait pu transformer le monde. Mais c'était peut-être précisément là le problème. Peut-être n'était-il pas censé être partagé. Peut-être n'a-t-il pas été détruit, mais caché par ceux qui craignaient ce qu'il pourrait anéantir. Top 4. L'arme de paralysie sonique. À l'automne 1944, sur le terrain d'essai hautement sécurisé d'Oranienburg au nord de Berlin, un groupe d'ingénieurs SS activa une arme qui ne laissait aucune blessure physique, mais immobilisait toute cible vivante à portée. L'expérience était classée sous le nom de projet Schallbruch et marquait l'un des épisodes les plus troublants de la recherche du Troisième Reich sur la guerre neurologique. L'appareil lui-même ressemblait à un canon audio massif monté sur une plateforme mobile, doté d'un émetteur en forme de parabole de près de 2 mètres de diamètre. Contrairement aux dispositifs sonores conventionnels de communication ou de détection sous-marine, celui-ci émettait des infrasons. Des ondes à basse fréquence situées sous le seuil d'audition humaine, capables d'entrer en résonance avec les organes internes et le système nerveux. Des rapports d'essai, découverts par le renseignement britannique après la guerre, indiquaient que l'appareil pouvait paralyser des cibles humaines à des distances supérieures à 30 mètres. Les sujets exposés à une impulsion de 10 secondes s'effondraient sans résistance, leurs muscles bloqués et ne répondant plus. Certains restaient inconscients, mais incapables de parler ou de bouger. Un cas concernait un sujet dont le rythme cardiaque devint irrégulier pendant plusieurs minutes, avant de se normaliser sans traumatisme corporel. Le chef de projet, le physicien SS Dr Hans Kammler, nota qu'une neutralisation de la résonance vocale par modulation de fréquence soutenue entre 7,5 et 9 Hz est réalisable. Ce qui rend cette technologie encore plus inquiétante est la manière dont elle fut dissimulée. Après la défaite de l'Allemagne, le site d'Oranienburg fut réduit en cendres par des bombardements alliés ciblés. Pourtant, selon une note de l'OSS de juillet 1945, un convoi de transport contenant plusieurs composants de l'arme sonore fut intercepté près de Hambourg. Son contenu fut classé secret après inventaire et transféré vers des installations américaines non divulguées. Dans les protocoles, l'appareil est simplement répertorié comme réseau de modulation de fréquence, prototype non létal. En 1972, une note fuitée de la RAND Corporation mentionna brièvement une arme théorique capable de mettre les ennemis hors de combat par des perturbations neurologiques à un niveau inaudible. Le projet ne fut jamais officiellement reconnu et disparut des rapports ultérieurs. Les armes sonores modernes, comme celles utilisées pour le contrôle des foules, s'appuient sur des sons à haute fréquence et n'atteignent pas l'effet paralysant décrit en 1944.
Aucun système connu aujourd'hui ne peut paralyser une cible sans contact, sans douleur et sans trace. Le silence autour du projet Schallbruch est révélateur. Aucun plan n'a survécu. Aucun chercheur n'en a parlé publiquement. Et les rares indices existants semblent disparaître aussi vite qu'ils apparaissent. Si les nazis ont développé une arme capable de désactiver le système nerveux humain par la simple vibration, cela représenterait l'une des intersections les plus effrayantes entre physique et biologie jamais conçues. Une machine qui ne laisse ni cicatrices, ni fumée, ni son, et qui pourtant neutralise ses victimes en quelques secondes, n'est pas seulement une percée. C'est une menace pour l'idée même d'autonomie. Top 5. L'avion polymorphe. En décembre 1944, des opérateurs radars à la frontière française signalèrent un objet se déplaçant selon des angles impossibles à travers un brouillard épais. Il changeait de forme en plein vol, passant d'un contour triangulaire à une silhouette étroite, avant de disparaître totalement des écrans radars. Les pilotes envoyés pour l'intercepter décrivirent un objet volant silencieux et réfléchissant qui semblait scintiller et pulser en volant, déformant l'air autour de lui. Ce qu'ils rencontrèrent n'était ni un jet ni un ballon. Selon des dossiers d'après-guerre provenant des archives de Messerschmitt AG, il pourrait s'agir d'un prototype du projet Silberspiegel. Cet avion n'avait pas d'aile au sens conventionnel du terme. Il était plutôt construit à partir d'une série de plaques métalliques flexibles superposées sur une sous-structure gélatineuse faite de ferrofluides et de polymères réactifs. Des systèmes internes permettaient au fuselage de l'avion de modifier sa forme en réponse aux changements de vitesse, de pression et de trajectoire. Le but n'était pas seulement l'adaptabilité aérodynamique, mais aussi l'invisibilité radar et la tromperie visuelle. Le revêtement extérieur était conçu pour plier et diffracter la lumière, ce qui lui donnait l'apparence de métal liquide vu d'en bas. Des notes techniques signées par le docteur Klaus Berger, un aérodynamicien de premier plan chez Messerschmitt, décrivent un système de propulsion utilisant une turbine magnétique interne, au lieu de kérosène. Cette turbine était reliée à un dispositif de bobine stabilisatrice de champ qui générait de la portance sans combustion, éliminant ainsi les traînées d'échappement et les signatures acoustiques. Ce n'était pas seulement la forme de l'avion qui changeait pendant le vol. Son interaction avec la gravité semblait également fluctuer. Un prototype aurait effectué 2 vols d'essai réussis avant de disparaître lors d'un 3e vol. Aucune épave ne fut récupérée. Des témoins d'une ville voisine affirmèrent avoir vu un éclair bleuâtre dans le ciel, suivi d'un silence total. L'événement fut enregistré comme une défaillance système, mais aucune cause formelle ne fut jamais établie. Lorsque les forces alliées atteignirent le hangar souterrain d'Augsbourg, où l'avion avait été développé, elles trouvèrent l'installation inondée et piégée à l'explosif. Une seule section de fuselage resta intacte, mais sa peau extérieure s'était décomposée en une substance gélatineuse échappant à toute analyse. Des échantillons furent prélevés par des scientifiques américains et envoyés à Wright Field, dans l'Ohio, où ils furent classés comme matériaux composites avancés non identifiables. Aucun échantillon ne fut jamais montré au public. Dans l'aviation moderne, aucune nation n'a réussi à construire un avion capable de changer de forme en plein vol sans volet ni charnière mécanique. Des expériences en ingénierie biomimétique sont certes en cours, mais rien n'est comparable aux descriptions des documents allemands originaux. Si le projet Silberspiegel avait atteint le stade opérationnel, cela signifierait que les limites de la conception aéronautique et même notre compréhension de la matière solide auraient été repoussées bien au-delà des frontières de la science admise. Un avion capable de changer de forme en plein vol et d'échapper à la détection ne redéfinirait pas seulement la guerre, mais exigerait une réécriture de tout ce que nous pensions savoir sur l'aérodynamisme. Top 6. L'armure liquide.
Au printemps 1945, alors que les forces alliées progressaient vers le centre de l'Allemagne, un obscur laboratoire de matériaux situé près de la ville de Blankenberg fut évacué à la hâte. À l'intérieur, des ingénieurs sous juridiction SS avaient testé une forme révolutionnaire de protection personnelle. Une armure qui coulait comme de l'eau, mais durcissait à l'impact. Désigné en interne sous le nom de Project Hausstahl ou Hautstahl, acier de peau, le matériau marquait une rupture radicale avec les blindages métalliques et les composites rigides. Dans une note retrouvée, il était décrit comme une membrane fluide réactive pour la conversion des chocs. Des témoignages de prisonniers tchèques forcés de nettoyer le laboratoire affirmaient que des gardes, en tenues expérimentales noires aux reflets gris foncé brillants, effectuaient d'étranges exercices de mouvement dans des chambres d'impact. Lorsqu'ils étaient frappés par des balles en caoutchouc ou des poids lourds, les costumes émettaient une vibration nette avant de revenir à leur état liquide en quelques secondes. La surface miroitait comme de l'huile, mais lors des tests de pression, elle résistait à la pénétration avec une efficacité rivalisant avec l'acier. Un rapport de terrain SS nota l'arrêt réussi de projectiles de petit calibre à bout portant sans blessure pour le porteur. Un rapport d'analyse chimique, bien que limité, suggérait que le matériau reposait sur une suspension de nanoparticules magnétiques dans un fluide non newtonien épaississant au cisaillement. Lors d'un impact par un objet à haute vitesse, les champs magnétiques à l'intérieur du fluide s'alignaient instantanément, provoquant sa solidification momentanée et la répartition de l'énergie cinétique sur toute la surface. Dès que l'impact cessait, les particules revenaient à un état désordonné, rendant le liquide à nouveau flexible. Lorsque les troupes alliées atteignirent l'installation, elles ne trouvèrent que des cuves vides et un seul gant blindé fusionné à un mur de laboratoire. Selon un résumé secret de l'OSS d'août 1945, le composé actif de l'armure s'était décomposé pendant le stockage et les tentatives pour le reproduire échouèrent en raison d'un comportement colloïdal instable lors d'ajouts post-synthétiques. Aucun costume complet ne fut récupéré. Pendant des décennies, le concept d'armure liquide fut considéré comme théorique, jusqu'à ce que des chercheurs britanniques de la défense annoncent en 2006 le développement d'un tissu épaississant au cisaillement pour améliorer les gilets en Kevlar. La communauté scientifique salua cela comme une avancée historique. Pourtant, les principes sous-jacents et même les matériaux utilisés présentaient des similitudes troublantes avec les notes oubliées du projet Hausstahl. Pourquoi a-t-il fallu 6 décennies pour que la science moderne redécouvre publiquement quelque chose qui semblait déjà exister dans les derniers jours de l'Allemagne nazie? Pourquoi les seuls documents survivants ont-ils été enterrés dans des archives supprimées? Et pourquoi aucune nation n'a-t-elle tenté de développer cela avant le XXIe siècle? Si l'armure liquide était réelle, alors l'idée même de vulnérabilité sur le champ de bataille aurait pu prendre fin avant même le début de la guerre froide. Un costume qui coule comme de la peau, mais durcit comme de l'acier, n'est pas seulement avancé. Il frise la science-fiction, à moins, bien sûr, que ce n'ait jamais été de la fiction. Top 7. L'amplificateur de pensée. En mars 1945, sous l'autorité de Lahnenerbe, des scientifiques nazis lancèrent dans une annexe de recherche neurologique isolée des Alpes autrichiennes la phase finale d'un projet de nom de code Gedankenträger, porteur de pensée. L'objectif n'était pas d'observer l'esprit, mais de l'améliorer. Au centre du projet se trouvait un appareil en forme de casque fait de fils d'argent entrelacés, de lentilles de quartz et d'anneaux d'induction en cuivre. Sa coque extérieure était stratifiée de mica et de verre isolé, tandis que sa structure interne était sertie de cristaux amplificateurs disposés selon un schéma calqué sur les voies neuronales. Des fragments retrouvés de notes de conception SS suggèrent que le casque était conçu pour recevoir, amplifier et transmettre les impulsions neuronales via une série de champs magnétiques oscillants.
Les premiers tests sur des volontaires enregistrèrent non seulement des pics d'activité cérébrale, mais aussi des perturbations dans les appareils magnétiques voisins et de subtils mouvements de petits objets métalliques sur les tables d'observation. L'ingénieur en chef décrivit un incident au cours duquel un sujet entra dans un état émotionnel intense, suite à quoi l'aiguille d'une boussole à l'autre bout de la pièce se mit à tourner de façon incontrôlée pendant plusieurs minutes. D'autres protocoles documentèrent des effets secondaires erratiques. Les sujets subissaient des hallucinations vives, des rythmes cardiaques perturbés et, dans un cas, une aphasie temporaire suivie d'une explosion de souvenirs de type télépathique concernant des informations qui n'avaient jamais été fournies. Une note mentionnait une récupération de mémoire non locale, phénomène où le sujet décrivait des événements personnels de la vie d'autres personnes présentes dans la salle de test, avec des détails vérifiables. Bien qu'aucune affirmation explicite de lecture de pensée n'ait été faite, les implications étaient profondément troublantes pour les participants. La dernière expérience fut brusquement interrompue après la mort soudaine d'un sujet ayant subi des hémorragies cérébrales massives lors d'une phase de transmission à haute intensité. En moins de 24 heures, l'installation fut évacuée, l'équipement scellé dans des caisses en acier et le projet effacé de tous les registres officiels. Les caisses ne furent jamais retrouvées. Aucun composant subsistant du casque ne fut jamais rendu public. Des années plus tard, en 1967, une photo parut dans une revue spécialisée d'Allemagne, de l'Est, aujourd'hui disparue, montrant un appareil en forme de casque presque identique au prototype du Gedankenträger, faussement désigné comme un ancien appareil d'électrothérapie. La photo fut retirée des réimpressions ultérieures, et l'auteur ne fut plus revu dans les cercles académiques. En neurosciences modernes, les interfaces cerveau-ordinateur ont progressé rapidement, mais aucune ne prétend pouvoir amplifier la cognition ou projeter des pensées vers l'extérieur. La plupart nécessitent des implants invasifs ou une interprétation limitée des signaux. Pourtant, le projet Gedankenträger décrivait quelque chose de totalement différent, une boucle de rétroaction entre la conscience et la machine, non médiatisée par le langage ou les muscles, suggérant que la pensée seule pourrait influencer le monde physique sous les bonnes conditions. Si l'amplificateur de pensées existait et fonctionnait ne serait-ce qu'un peu comme on le prétendait, alors le potentiel humain aurait déjà touché les limites de quelque chose, dépassant la cognition, quelque chose qui effrayait même ceux qui l'avaient créé. Un appareil qui ne fait pas qu'enregistrer les pensées, mais les habilite, pourrait rendre toute arme, tout code et tout mur dérisoire. Top 8. La peau furtive radar. Dans les derniers jours de la guerre, alors que les bombardiers alliés faisaient pleuvoir le feu sur les zones industrielles d'Allemagne, un petit test de vol eut lieu près de la mer Baltique, sans jamais figurer dans les rapports militaires. Selon un rapport radar britannique déclassifié d'avril 1945, un objet non identifié ayant décollé d'un aérodrome expérimental à Peenemünde disparut des écrans de détection quelques instants seulement après son envol. L'avion restait visible pour les observateurs au sol, alors qu'il s'enfonçait silencieusement dans la couche nuageuse. Mais chaque station radar de la zone enregistra une absence totale d'écho. L'incident fut classé comme une défaillance de matériel, mais dans les archives de la Luftwaffe, il fut lié à une initiative d'ingénierie secrète. Le projet Nebelhaut, peau de brouillard. Le cœur de ce projet était un matériau de surface révolutionnaire, conçu pour absorber et diffuser les ondes électromagnétiques. Le revêtement se composait d'un polymère dopé au carbone, mélangé à des particules de fer à l'échelle nanométrique, et structuré selon un motif géométrique précis sur la peau extérieure de l'avion. Au lieu de réfléchir les signaux radars comme les surfaces conventionnelles, la Nebelhaut les absorbait et convertissait l'énergie en une émission de chaleur inoffensive, rendant l'avion pratiquement invisible pour les systèmes de détection.
Des ingénieurs d'essai allemands développèrent un processus de stratification où ces composites étaient directement intégrés dans la ligne de forme extérieure de l'avion. Selon une fiche technique trouvée des décennies plus tard dans une collection privée, le matériau pouvait être chargé électriquement pour ajuster son indice de réfraction en temps réel. Cette fonction permettait à l'avion de s'adapter non seulement à différentes fréquences radar, mais aussi aux conditions environnementales telles que l'humidité et la température, maintenant ainsi une visibilité quasi nulle sur plusieurs bandes de détection. Le projet n'atteignit l'expérimentation opérationnelle qu'une seule fois, avant que l'installation ne soit envahie par les troupes soviétiques en progression. Les prototypes et les ingénieurs furent évacués sur ordre de la section scientifique de la SS. Lorsque les forces alliées arrivèrent enfin, elles trouvèrent les hangars incendiés, les chambres d'essai inondées, et aucune trace de la Nebelhaut ou de l'avion qu'elle recouvrait. Après la guerre, des équipes de renseignement militaires américains signalèrent une augmentation spectaculaire de la recherche sur l'évitement radar sous budget noir. Des notes internes du début des années 1950 mentionnaient des matériaux électromagnétiques hérités des théâtres de guerre orientaux, sans plus d'explications. Lorsque le F-117 Nighthawk fut dévoilé dans les années 1980, il fut salué comme une merveille de technologie furtive moderne. Mais les principes fondamentaux présentaient des similitudes troublantes avec les matériaux décrits dans le projet Nebelhaut. Personne n'a jamais fait le lien publiquement entre les deux. Personne n'a expliqué pourquoi l'Allemagne nazie possédait les bases théoriques de l'invisibilité radar des décennies avant tout le monde. Si la peau furtive radar fonctionnait vraiment, alors les frontières entre guerre visible et invisible ont été franchies, il y a longtemps, et enterrées de nouveau sous un mur de secret. Un revêtement qui efface un objet du spectre électromagnétique ne protège pas seulement les machines. Il efface la responsabilité, fait disparaître l'histoire et transforme la vérité en ombre. Top 9. La bombe à ADN spécifique. À l'hiver 1945, alors que l'effondrement du Reich devenait inévitable, un transport de courrier quittant un centre de recherche biomédicale près de Posen fut intercepté par des résistants. Dans l'une des mallettes blindées se trouvait un carnet relié en cuir portant l'inscription « Projet Blutzeiger », indicateur de sang. Contrairement aux autres programmes d'armement nazis, celui-ci n'avait aucun lien avec les chars, les avions ou l'artillerie. Au contraire, il se concentrait sur une arme qui n'était pas conçue pour détruire des bâtiments, mais pour identifier et éliminer des individus sur la seule base de leur code génétique. Les documents récupérés esquissaient un projet relevant de la division d'eugénisme de la SS, en collaboration avec une équipe de biologistes moléculaires recrutés dans les universités allemandes. Le concept était aussi radical qu'effrayant. Un système de transport biologique capable de libérer un agent viral ciblé, conçu pour se lier à des marqueurs génétiques spécifiques présents dans certaines populations. L'agent resterait inactif au sein de la population générale et ne s'activerait qu'en rencontrant une séquence d'ADN particulière. Dans le carnet se trouvaient des tableaux de distribution de fréquences allélistiques, de polymorphisme génétique et de clusters de marqueurs protéiques, tous liés à des identifiants ethniques, tels que définis dans les théories raciales nazies. L'arme était conçue comme un aérosol à action retardée. Une fois libérée, la charge biologique dériverait silencieusement dans l'air, infectant tous ceux sur son passage, mais ne déclenchant des symptômes que chez ceux portant la séquence cible. L'objectif n'était pas une destruction massive, mais un génocide chirurgical. La science derrière une telle arme était bien au-delà des capacités technologiques de l'époque. Pourtant, des éléments de la théorie ressemblent aujourd'hui aux principes de base de la thérapie génique moderne et du ciblage CRISPR. Dans les années 2000, des généticiens admirent qu'il était au moins théoriquement possible de concevoir des traitements ou des armes agissant de manière sélective selon des traits héréditaires. Les implications de cette recherche vieille de plusieurs décennies
sont impossibles à ignorer. Aucun prototype de la bombe à ADN spécifique ne fut jamais trouvé. Les chercheurs affectés au programme disparurent dans les dernières semaines de la guerre. Certains supposent qu'ils furent capturés par les troupes soviétiques, tandis que d'autres pensent qu'ils furent réinstallés en Amérique du Sud, sous de fausses identités. L'existence du projet Blutzeiger ne fut mentionnée ni lors des procès de Nuremberg, ni dans les documents alliés officiels. Pourtant, le carnet, qui se trouve aujourd'hui dans des archives privées, a été authentifié par analyse calligraphique et références croisées internes avec le personnel nazi connu. Si la bombe à ADN spécifique a jamais dépassé le stade théorique, elle représente l'application de la science la plus moralement abjecte de l'histoire enregistrée. Une arme conçue non seulement pour tuer, mais pour décider qui mérite de vivre, sur la base de codes invisibles écrits dans leurs cellules. La vérité terrifiante est qu'une telle arme était peut-être plus proche de la finalisation que le monde ne l'a jamais su. Et c'est peut-être pour cela que son souvenir a été supprimé. Non parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle a réussi. Top 10. Le train plongeur souterrain. Durant les derniers mois chaotiques de la guerre, le renseignement allié découvrit, sous le terrain accidenté des monts de la Chouette dans le sud-ouest de la Pologne, des signes d'un vaste réseau de constructions souterrains nommé Project Reese. La plupart pensaient qu'il s'agissait d'un abri anti-aérien ou d'un dépôt d'armes. Pourtant, enfouis plus profondément que n'importe quelle installation connue, gisaient des tunnels courbés, revêtus non pas de béton, mais d'un composite céramique lisse parsemé de bobines de cuivre et de relais électromagnétiques. Selon un rapport de terrain de l'OSS supprimé de mai 1945, cette infrastructure cachée n'avait pas été construite pour des piétons. Elle était conçue pour un véhicule se déplaçant sans roues, sans rails et sans bruit. Des plans allemands, découverts dans un coffre scellé sous un centre logistique SS voisin, désignaient ce programme comme le projet Unterstrombahn. Au cœur du projet se trouvait une capsule de transport expérimentale, ressemblant à une torpille, conçue pour glisser dans un tunnel scellé sous vide, au moyen d'une accélération magnétique linéaire. L'objectif était de créer un système de transport souterrain à haute vitesse, capable de relier les installations nazies vitales à travers l'Europe, en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures. Le système ne nécessitait aucune propulsion externe. À la place, un réseau électromagnétique pulsé le long des parois du tunnel propulsait la capsule dans des conditions de résistance quasi nulles. Contrairement au train conventionnel, la capsule n'avait pas de roues. Elle lévitait à l'intérieur du tube par sustentation magnétique, avec des suspensions absorbant les chocs faits d'un gel viscoélastique inconnu. Les plans incluaient des détails pour des chambres de régulation de pression d'air, des freins électromagnétiques et un système pour évacuer l'air du tunnel avant chaque départ afin de minimiser la résistance de l'air et de maximiser la vitesse. Aucun prototype grandeur nature ne fut trouvé, mais des preuves de capsules incomplètes et de segments d'anneaux magnétiques furent photographiés par le renseignement allié avant d'être saisis. Une note interne du renseignement britannique de 1946 décrivit le système comme « irréalisable », bien que d'une vision troublante, et recommanda la suppression des documents pour ne pas alimenter les récits complotistes d'après-guerre. Des décennies plus tard, des ingénieurs travaillant sur des systèmes modernes de trains sous vide, comme l'Hyperloop, proposèrent des mécaniques presque identiques. Propulsion électromagnétique, tunnels vides d'air et voyages supersoniques. Pourtant, alors que ces projets modernes n'en sont qu'au début de leur développement, la version nazie semblait dangereusement proche de l'exécution dans les années 1940. Certaines parties du complexe des monts de la Chouette restent fermées à ce jour, clôturées, sous prétexte de protection de l'environnement et d'instabilité géologique. Les tentatives de forer ou de creuser plus profondément ont été répétitivement rejetées par les autorités locales. Si le train plongeur souterrain était réel, cela impliquerait que le Troisième Reich n'avait pas seulement théorisé,
mais déjà commencé la construction d'un système de transport surpassant tout ce qui existe aujourd'hui. Un tel projet aurait nécessité des ressources immenses, du secret et de la clairvoyance, suggérant qu'il n'était pas destiné à l'effort de guerre, mais à quelque chose après. Un monde reconstruit sous terre et relié par des tunnels silencieux et des mouvements intraçables reste aujourd'hui un fantasme. Pourtant, en 1945, il a pu brièvement toucher le bord de la réalité avant d'être enterré sous la roche, les décombres et la peur. Ces 10 inventions n'étaient pas des curiosités isolées, nées d'un régime désespéré. Elles révèlent un modèle, une constellation de percées qui défient la science de leur époque et, dans certains cas, encore la nôtre aujourd'hui. Des dispositifs qui courbèrent la gravité, faisaient taire le système nerveux, protégeaient les avions des radars et tentaient même de cibler des individus en se basant sur les codes invisibles inscrits dans leur ADN. Plus nous regardons de près, plus il devient évident qu'il ne s'agissait pas de projets isolés, mais d'une partie d'un saut technologique cohérent qui a brièvement émergé avant de disparaître, sans laisser de traces. Cette disparition n'était pas un accident. Chaque projet s'est terminé par une destruction, une disparition ou un silence inexpliqué. Les laboratoires ont été incendiés, les dossiers scellés, et les scientifiques se sont volatilisés. Ce qui reste, ce sont des fragments, des notes éparses, des brevets manquants, des témoignages oculaires supprimés ou discrédités. Et derrière chacun d'eux se dresse l'ombre d'un monde d'après-guerre qui a hérité de leurs plans, mais a refusé de reconnaître leurs origines. Ce que nous voyons par la suite n'est pas seulement une perte, mais un contrôle. Les gouvernements qui se sont précipités pour récupérer ces connaissances dans le cadre d'opérations comme Paperclip et Alsos n'ont pas rendu ces découvertes publiques. Au contraire, elles ont disparu dans des budgets noirs, des projets secrets et la recherche privée de défense. Les idées les plus radicales n'ont jamais été mises sur le marché, n'ont jamais été discutées dans des revues spécialisées, n'ont jamais fait l'objet d'un débat scientifique public. Elles ont été réduites au silence. Et la question est, pourquoi? Parce que ces technologies menaçaient bien plus que le simple équilibre militaire. Elles menaçaient les monopoles énergétiques, les orthodoxies médicales et les frontières philosophiques de ce que signifie être humain. Un moteur qui fonctionne à froid, un train qui flotte dans le vide, une armure qui réagit comme un tissu vivant, chacun d'eux réécrit des règles fondamentales. Et réécrire les règles est dangereux pour ceux qui profitent des anciennes. Le coût de cette suppression n'est pas seulement historique, il est générationnel. Chaque année où ces découvertes restent enterrées est une année perdue en stagnation, au profit de systèmes qui privilégient le secret sur le progrès. Dans quel genre de monde pourrions-nous vivre aujourd'hui si ces inventions avaient été étudiées, développées et partagées? Un monde avec des transports silencieux sous les villes, une défense sans guerre, une énergie qui ne nuit à personne et ne coûte rien. Un monde où les limites que nous acceptons aujourd'hui auraient été non pertinentes à l'époque. Pourtant, la disparition de ces projets nous dit autre chose. Elle nous dit que certains futurs sont si dangereux qu'ils sont supprimés avant de pouvoir s'enraciner. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils fonctionnaient trop bien. La question n'est pas de savoir si ces inventions ont existé. Assez de preuves suggèrent que c'était le cas. La vraie question est de savoir pourquoi, des décennies plus tard, personne n'est autorisé à en parler, sans être tourné en dérision, réduit au silence ou porté disparu. Car peut-être que le futur est déjà arrivé une fois, et peut-être que quelqu'un a décidé que nous n'y avions pas droit. Si ces récits d'histoires supprimées ont changé votre regard sur la technologie dans notre monde actuel, veuillez vous abonner à la chaîne et laisser un j'aime. Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a désespérément tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines d'un avenir différent. Le prochain coffre-fort de secrets sera ouvert très bientôt.